Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine 30 actions pour jouer le rallye de Noël. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux qui sont indiqués sur cette page et pensez bien sûr à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie les partenaires qui permettent la production de ce contenu 100% gratuit, Trade Republic pour l'épargne long terme, Urutia pour la gestion de votre patrimoine, ProRealTime, le logiciel que j'utilise au travers de toutes mes vidéos, Ibu pour l'expertise fondamentale et enfin Bitvavo qui est, il était temps, eh bien mon partenaire sur les cryptos car vous avez été nombreux bien sûr à me demander pendant longtemps eh bien, quel partenaire j'utilisais pour les crypto-monnaies. J'utilisais beaucoup Trade Republic, alors plus pour l'investissement à long terme, mais c'est vrai que pour le trading crypto, j'ai toujours été extrêmement déçu par les nombreux brokers que j'ai utilisés. Donc j'en avais tout simplement plus. Et puis j'ai découvert donc Bitvavo. Je vous en dirai beaucoup plus. Ça doit évoquer peut-être pour certains nombre d'entre vous déjà quelque chose parce que probablement vous êtes comme moi fou de foot. Et Bitvavo, c'est le sponsor officiel de l'équipe nationale des Pays-Bas. Donc voilà, évidemment, c'est un courtier qui est bien sûr réglementé hein, par l'AMF et qui a tous les enregistrements PSAN, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, sécurité garantie du compte et surtout, ce sont des frais qui sont extrêmement bas, vraiment pas chers du tout. Vous avez du stacking. Ce que j'ai beaucoup aimé sur Bitvavo, mais je vous en dirai plus. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire de levier sur Bitvavo et ça pour moi c'est un atout parce que je suis contre l'utilisation du levier et des turbos et là pour le coup eh bien il n'y a pas la possibilité de le faire donc voilà très satisfait de la plateforme. Pareil, je vous en dirai deux mots, je vous dirai un petit peu comment je m'y suis pris, mais c'est vraiment une appli fantastique pour celles et ceux qui veulent voilà, se mettre petit à petit pour les cryptos. Il y a une plateforme de trading qui est liée, on peut passer des ordres directement sur la plateforme. Donc vraiment, je recommande chaleureusement eh bien, ce nouveau partenaire, Bitvavo, et je remercie d'ailleurs Quentin Pascu, le directeur France, avec qui j'ai d'excellentes relations là depuis 2 mois, que j'ai rencontré il y a 2 mois, et qui est venu écrire hein, d'ailleurs pour la newsletter, la dernière newsletter. Donc vraiment chouette pour tout le monde cette découverte de ce broker crypto Bitvavo. Allez, on attaque avec eh bien, le programme de cette vidéo. Alors, je m'excuse d'ores et déjà car je suis un petit peu malade. J'ai un virus, mais apparemment c'est tout le monde en ce moment. Donc j'espère que ça altérera pas trop la qualité de la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas fait l'introduction. Je me sentais pas l'énergie pour faire cette introduction. J'activerai ma caméra, mais bon, je suis pas forcément la meilleure des têtes. Bon, c'est pas très grave, vous n'êtes pas là pour ma tête de toute façon. Mais voilà, j'ai peut-être une voix un peu enrouée, donc excusez-moi pour ça, mais je tenais quand même bien sûr à vous accompagner dans cette vidéo. On analysera bien sûr le CAC, le CAC Small, on parlera de Keng, donc un petit peu de luxe, Eurofin Scientifique, Carrefour, ST Micro, Morel Prom, SPI, Elior, SMCP, ASML Holding, Justit, Signify, Steve, 2CRSI, Clariane. On parlera de Pierre et Vacances, Capgemini, Worldline, Alphen, Pluxee, Ayvens, qui est l'ancien ALD. On parlera également de Galapagos, pardon, Nixoa, Universal Music et on partira aux States avec PayPal, Etsy, qu'on suit depuis un petit moment d'ailleurs, qui est pas mal. Adobe, qui a beaucoup corrigé hier, qui est revenu sur le support qu'on avait indiqué il y a un petit moment. UP FinTech, le trade qu'on avait proposé, qui s'est pas mal déroulé. Nike, on fera bien sûr le suivi de Nvidia parce que je sais que vous y êtes très attachés. Et on verra en fin de vidéo, non pas un titre, mais deux titres à suivre. Un aux États-Unis et un potentiellement en France pour les semaines à venir, potentiellement le début de l'année prochaine. Donc voilà, j'ai pris pas mal de vos inspirations, hein, bien sûr, moi je vous demande toutes les semaines.
J'essaie toujours de mélanger entre des nouveautés, également le suivi, parce que vous êtes, je sais, bon nombre à être attaché à un suivi, et je trouve que pédagogiquement, de toute façon, ça a du sens. Donc j'essaie toujours, voilà, de renouveler une partie. Alors c'est pas parfait, je m'en excuse. J'essaie, voilà, d'apporter des nouveaux titres, de garder certains anciens sur lesquels on revient quand il y a des suivis à faire, etc. Voilà, j'essaie de faire le mélange. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais je fais vraiment de mon mieux. Merci d'ailleurs hein, pour vos nombreux soutiens toutes les semaines au travers de ces vidéos, les commentaires, les likes, les partages sur les réseaux qui aident beaucoup, beaucoup la chaîne. Allez, on attaque avec d'abord le résumé hein, de la semaine. Donc voilà, j'active ma caméra. Donc le résumé de la semaine, bon, juste hein, pour contextualiser un petit peu tout ça. Nous sommes dans une période où bon, les publications, vous le savez, se sont nettement calmées. Donc ça, c'est plutôt dans l'ensemble quelque chose d'assez positif. Pardonnez-moi. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal parce que même s'il y en a quelques-unes, on le voit notamment aujourd'hui sur Pull Up, qui sont quand même assez surprenants, hein, des résultats qui sont assez surprenants. Alors surprenant hier soir pour Pull Up avec des résultats intéressants, je trouvais. Et aujourd'hui, qui est, enfin, à l'ouverture en tout cas, qui est massacré, puisque il est même pas 10 heures, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif pour la fin et un potentiel rallye qu'on espère tous, toutes et tous d'ici la fin de l'année. J'espère que la voix va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. La saisonnalité, l'effet saisonnalité, on en avait parlé également. C'est une saisonnalité qui est dans l'ensemble plutôt positive hein, pour le S&P, donc a priori pour le reste. Toute la question, bien sûr, est de savoir est-ce que pour le marché français, notamment le CAC, et on le verra techniquement en suivant, si on peut avoir de l'espoir, un minimum de rattrapage, et sinon même une surperformance. Et on l'a vu ces derniers jours, la surperformance du S&P sur ces dernières séances, bien sûr, par rapport au CAC et aux indices européens, elle a été un petit peu moins vraie, bien entendu, que sur toute l'année. Bon, vous me direz, il y a un tel écart, hein, j'en veux pour preuve les derniers mois, mais j'en veux pour preuve même depuis la crise de 2008, il y a un tel écart entre la performance, bien sûr, de l'Europe et du S&P, que ben, toute la question est de savoir est-ce que nous allons avoir à un moment donné un rattrapage ou non. Euh, Moi, je pense qu'il y aura des rotations. Vous savez hein, ce que je pense. Moi, je pense que le marché US aujourd'hui est très cher. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est très cher, il va forcément corriger. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est très cher, il ne va plus monter. Ça veut tout simplement dire que pour moi, eh bien, le potentiel sur du long terme, sur du 5 ans par exemple, 5 ans, 8 ans, moyen long terme, il n'est pas forcément énormissime. Au cas par cas, bien sûr, hein, voilà, mais il n'est pas forcément énormissime. Donc ça, c'est un petit peu le constat qu'on fait là ces dernières semaines, on va dire. Mais bon, rien n'a changé. Et malgré tout, à ce stade, bien sûr, les US restent extrêmement résilients, hein. Alors cette semaine, ce qui a été intéressant, il y a deux événements pour moi qui ont été assez intéressants à regarder. D'abord, les indices des prêts à la consommation aux États-Unis. Alors, on le voit, oui, bien sûr, hein, il y a eu une grosse correction par rapport à l'inflation qu'on a connue, hein, notamment l'inflation post-Covid, qui a été créée alors, par une demande importante. Oui, modérément, je pense, mais surtout, je pense par rapport à une impression monétaire qui a été fabuleuse, et donc il a fallu un petit peu éponger ça, et l'inflation, à mon sens, est venue éponger cet excès d'inflation. Les excès sont toujours, pour moi, corrigés, ou très souvent, pour moi, corrigés par d'autres excès. Donc on a eu une chute, effectivement, de cette inflation, mais on le voit, rappelez-vous, rappelons-nous, l'objectif cible des banques centrales, des banquiers centraux, que ce soit pour l'Europe, qui a été plus ou moins atteint, et pour les États-Unis, c'était un objectif de 2% d'inflation. Et on le voit, on est venu faire un repli sur les 2,6 et on voit que voilà, depuis 1, 2, 3 mois, non seulement on n'arrive plus à baisser, mais même on voit qu'il y a des petits rebonds. Donc nous étions à 2,6%
sur l'IPC annuel, sur le point de passage de novembre, et là, nous remontons très légèrement, hein, c'est léger bien sûr, à 2,7%. Et toute la question et tout l'enjeu, si vous voulez, pour moi, sur 2025, va être là, notamment sur les US. C'est quel va être véritablement, après le pivot des banquiers centraux, qui risque d'ailleurs de continuer, c'est la slide d'après, c'est quelle va être la manœuvre que vont faire les banquiers centraux. Est-ce qu'ils vont faire une pause dans ces baisses en attendant potentiellement que l'inflation reparte éventuellement à la baisse, ou est-ce qu'ils vont aller un petit peu trop vite en prenant le risque quelque part de dépivoter si vous voulez, c'est-à-dire finalement de remonter après les taux, ce qui serait une véritable catastrophe. Alors qu'est-ce qui ferait, à mon sens, que effectivement l'inflation reparte à l'os? Effectivement, ben, la création de la demande, hein, impulsée notamment aux États-Unis par Donald Trump, qui est le genre de personne, là aussi pareil, quand je dis je ne parle pas de politique, je ne prends pas parti de la politique, mais on est obligé de parler de la politique si on veut bien sûr avoir une idée des scénarios potentiels pour les mois, voire les années à venir. Bon, en ce qui concerne Donald Trump, sans prendre parti de savoir si j'apprécie ou pas Donald Trump, et honnêtement j'ai un avis plutôt neutre sur Donald Trump comme sur la majorité d'ailleurs des politiques, y compris français, même plutôt négatif sur l'ensemble des politiques français, bref. Mais si vous voulez, la question c'est de savoir à qui on a affaire. Et voyant que un ralentissement, même si personne n'y croit, un ralentissement est possible, même aux États-Unis, dans les mois à venir, que va faire Donald Trump? Moi, je pense qu'il va stimuler la demande. Et qui veut dire stimuler la demande, veut dire très certainement de l'inflation un peu qui reviendrait sur le devant de la scène. Donc ça, c'est un scénario que l'on peut imaginer, d'autant que du côté de la Chine également, on parle d'un bazooka monétaire qui là aussi stimulerait la demande. Et donc potentiellement la demande en matières premières et donc potentiellement les prix, etc. 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 Donc voilà un petit peu pour moi ce qu'il va falloir bien entendu surveiller. Alors on me dit, et c'est juste d'ailleurs, la réflexion est très juste. Hier on échangeait sur les réseaux sociaux et on me disait il est peu probable qu'une récession arrive, c'est même quasiment impossible qu'une récession arrive aux États-Unis parce qu'on le voit, les États-Unis aujourd'hui sont de plus en plus seuls au monde et sont de plus en plus forts dans un monde où tous les autres sont de plus en plus faibles. Et c'est justement pour moi le problème que personne ne voit venir, c'est que vous pouvez très bien avoir des États-Unis extrêmement forts, mais si à côté de ça, vous avez une Chine en difficulté, vous avez une Europe qui est en train de potentiellement mourir, si vous le pensez, vous avez un continent africain qui quand même si moi je pense que, c'est pas pour de suite, mais je pense que dans peut-être 20-30 ans, on aura des choses à faire sur le continent africain. Pour le moment, il est très en retard. Si vous pensez que sur le plan de l'Amérique du Sud, ben, il y a beaucoup de pays qui sont quand même dans une instabilité, notamment politique, il y a de la corruption, etc. Et que du coup, ça va pas stimuler également l'économie, etc. Qui va acheter des produits américains si ce n'est les Américains eux-mêmes? Et les Américains eux-mêmes ne feront pas la croissance des États-Unis seuls. Donc il faut absolument, pour le bien-être des États-Unis et pour le bien-être de l'économie américaine, il faut absolument que les partenaires des États-Unis eux-mêmes soient forts. Et il faut une Europe, en tout cas pas faible, au moins stable. Il faut une économie chinoise qui tourne. Il faut, pourquoi pas, des partenaires proches en Amérique du Sud, je pense au Mexique, je pense au Brésil, etc., forts également. Sinon, les États-Unis feront comme la majorité, je ne parle pas de la Russie, feront comme la majorité des autres pays, eh bien, subiront une décroissance ou une baisse du moins de la croissance économique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien sûr. Bon, alors on n'y est pas, ça se ressent pas, etc., etc. Parce que je pense qu'encore les pays, encore comme la Chine, comme l'Europe, etc., n'ont pas encore basculé pour moi dans un point de non-retour. Je pense que c'est pas encore mort. Mais si vous pensez, pour moi, on peut pas tenir le discours de c'est mort l'Europe complètement
et l'Europe va mourir, donc je fais all-in sur les États-Unis parce que là, au moins, je suis tranquille. Ben non, le discours, pour moi, il n'est pas logique. Si vous pensez que l'Europe, la Chine et la Chine va mourir, faire all-in sur les États-Unis, je ne suis pas sûr du tout que ce soit forcément la meilleure des stratégies. Alors, au cas par cas, il y a bien sûr un bon nombre parmi vous qui sont très compétents pour détecter les sociétés moins valorisées, etc., qui peuvent, elles, sortir la tête de haut. Je pense aux mid et aux certaines mid and small, notamment américaines. Là, on est d'accord. Je pense notamment à quelques cycliques qui pourraient résister. Mais le reste, on pourrait avoir des surprises. Peut-être pas dans les 15 jours à venir, bien sûr, mais voilà, sur les mois à venir, peut-être qu'en 2025, ce sera pas tout à fait la même chose. J'avance un petit peu. Donc cette semaine, on a eu bien sûr une nouvelle baisse des taux de Madame Lagarde. Donc là aussi, on a eu une réduction de 25 points de base. Mais là aussi, ce que je lis sur les réseaux est assez faux, puisque malheureusement, et y compris des gens qui sont, j'ai vu, gestionnaires de patrimoine, etc., qui disent ben, Madame Lagarde a actuellement une politique très accommodante en Europe. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, un taux de 3% avec une inflation en Europe qui est à 2, c'est tout sauf accommodant. On est toujours sur sur des taux réels positifs. Là où, notamment après le Covid, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée totalement différent, l'opposé, après le Covid, vous aviez des taux qui étaient toujours à 1% ou 2% et vous aviez une inflation qui était à 4, à 5, à 6%. Donc là, par contre, oui, on avait une politique accommodante. Mais là, aujourd'hui, oui, il y a des baisses de taux, mais qui ne font que suivre avec beaucoup de retard la baisse de l'inflation que nous avons eue. Et pour moi, non seulement, et ça vous le savez, il y a de ça plusieurs mois, quand Madame Lagarde avait pris l'initiative de baisser les taux, et qu'elle s'était faite pourrir d'ailleurs, j'avais dit que c'était une bonne chose qu'elle baisse les taux, mais j'avais également indiqué qu'elle n'était pas, pour moi, encore assez agressive. Et je maintiens ce que je dis, pour moi, aujourd'hui, Madame Lagarde n'est pas encore assez agressive sur la politique monétaire. Et je pense que voilà, on devrait avoir un taux de facilité de dépôt qui devrait être aux alentours de 2%, 2,25 aujourd'hui en Europe, et on est encore à 3. Donc on est pour moi encore au-delà de ce que l'on devrait. Et voilà, vous connaissez un petit peu profession, etc., je peux vous dire que les prêts immobiliers ne repartent pas aujourd'hui, et même elle peut continuer de baisser les taux de 0,20 de 25 points de base tous les 6 mois, ce ne sera pas assez pour motiver les acheteurs à emprunter. D'accord? Donc on est revenu à l'inflation avant Covid, mais on n'est pas revenu au taux immobilier avant Covid. C'est bien la preuve que on est loin d'avoir effectivement une politique accommodante. Alors, à noter que, bon, c'est un graphique qui fait un petit peu peur, mais à noter que les grands pivots, là, si vous voulez, c'est le cumul des pivots des banques centrales. À noter que par le passé, toujours, hein, les grands pivots, généralement, sont suivis de grandes crises. Toujours non plus, mais souvent. Donc voilà, là aussi, il faudra quand même faire attention. C'est assez logique, hein, puisque généralement, quand on pivote, c'est que ben, justement, on a le cas, on vient juste d'en parler en Europe, où on pivote parce que ben, l'inflation a baissé, mais surtout qu'on a besoin de travailler la relance, quoi. Et malgré tout, ça ne repart pas. Donc, en général, ben, les banques centrales pivotent, c'est toujours la même chose dans l'histoire, de toute manière. Enfin, l'histoire se répète beaucoup, les époques changent, mais le fond reste. C'est-à-dire que les banques centrales pivotent trop tard, pivotent de manière pas assez agressive. Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, les entreprises la relance économique ne se fait pas immédiatement, il faut plus de temps. Du coup, les entreprises, elles ont souvent une trésorerie pour assumer des salaires, etc. pendant un an. Au bout d'un an, elles se retrouvent ici. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté, qui ont emprunté plus exactement en 2020 des PGE, donc des prêts si vous voulez, à taux extrêmement réduit, voire à zéro. Les prêts sur les entreprises durent en général 5 ans, en moyenne 5 ans. Et donc, on se retrouve en 2025, sur l'année prochaine, avec des entreprises qui vont devoir réemprunter, puisque c'est un fonds de roulement, si vous voulez, souvent, mais réemprunter non plus à zéro, réemprunter à 3, 4, voire 5%, voire plus, parfois. Donc, là aussi, ça fait de l'argent supplémentaire à sortir. Donc, des emprunts plus chers qu'il y a 5 ans,
potentiellement moins de chantiers pour les entreprises, puisqu'il y a un ralentissement. Et bien derrière, quelle est la conséquence? La conséquence, elle est simple, c'est il faut réduire les charges. Et donc, si vous réduisez les charges, le premier poste qu'il faut réduire, c'est souvent quoi? C'est souvent les salaires. Les salaires et donc les emplois. Qui dit réduction des emplois dit chômage, et qui dit chômage dit coûts supplémentaires pour les pays qui sont concernés, et notamment les pays européens, et notamment la France. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un engrenage qui fait que, au bout d'un moment, les banques centrales sont pris complètement à la gorge et disent, bon, là, du coup, on baisse très fortement les taux, et c'est là où généralement les marchés plongent, cette fois-ci plusieurs mois après les premiers pivots. Et voilà, ça revient après, hein, quelques mois après, effectivement, les taux plus bas commencent à intéresser de plus en plus de monde, l'immobilier a baissé, donc on se remet à s'intéresser à l'immobilier, on se remet à investir. En investissant dans l'immobilier, vous faites travailler les notaires, vous faites travailler les banques, vous faites travailler les différents professionnels autour de l'immobilier, et derrière, vous recréez de l'emploi, etc., et de la croissance, etc., etc. Voilà, ce sont des cycles qui sont logiques, qui sont... Alors, sains, on dit souvent sain, je ne sais pas si c'est sain, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que les mêmes causes produisent généralement les mêmes conséquences, même si on change d'époque. Ok? Voilà. La question de la semaine, désormais, avec une question de Scapaflo84. Bonjour Tino et merci pour tes vidéos. Avec plaisir. Pourrais-tu étudier l'action BM Mover? On ne le verra pas aujourd'hui, mais question de débutant. Quelle est la méthode à suivre pour positionner la valeur d'un stop d'invalidation? Doit-on remonter régulièrement ces stops lorsqu'une valeur progresse? Et si oui, selon quelles règles? Merci. Merci à toi pour bien sûr la question. N'hésitez pas d'ailleurs à m'adresser à chaque fois dans n'importe quel commentaire une question. Même si je ne réponds pas de suite, en général, je les collecte et j'essaie de les ressortir au fur et à mesure. Alors, premier élément très important. Déjà, en analyse technique, il n'y a pas de règles. Il y a autant de règles que de traders. Et donc, il y a autant de manières, à mon sens, de gérer les stop-loss que de traders. D'accord? Pour autant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ou de moyenne. C'est à vous de vous adapter en fonction de votre profil, de votre manière également de gérer les graphiques, etc. Pour autant, je ne vous laisse pas hacker et je vais vous proposer trois idées de base que vous pouvez exploiter. D'accord? Donc, première idée à exploiter dans le suivi d'un stop loss, bien sûr, c'est l'idée qui est de suivre la loi de dos, même si je ne suis pas forcément fan de la loi de dos, mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Donc de remonter le stop, à chaque fois qu'on fait un dernier plus haut, le remonter sous un dernier plus bas, un dernier creux. Donc effectivement, vous voyez par exemple ici, on casse le plus haut récent, vous mettez l'invalidation sur le dernier plus bas. Ici, vous cassez le plus haut récent, vous mettez l'invalidation sous le dernier plus bas. Ici, vous cassez le plus haut récent, vous mettez l'invalidation sur le... etc., etc., etc. La problématique de cette stratégie de stop loss, c'est la même que pour les autres, c'est que ça ne marche pas toujours. Et vous avez des cas où vous pouvez remonter le stop comme ici, vous voyez, vous cassez le plus haut là, vous mettez le stop sur le dernier plus bas, et derrière, vous faites quand même sortir avant que potentiellement le cours reparte à la hausse. Donc voilà, première idée à exploiter. Deuxième idée à exploiter, c'est l'idée de suivre les cours avec une moyenne mobile. Partez du principe, par exemple là j'ai mis une moyenne mobile à 10 jours, mais vous pouvez le mettre en 15 jours, en 20 jours, peu importe, selon la directionnalité et la puissance du mouvement. Vous ajustez une moyenne mobile. Et par exemple, vous vous dites, bon ben moi c'est simple, si je rentre, admettons par là, je suis jusqu'à que j'ai une première clôture sous la moyenne mobile. J'ai une clôture sous la moyenne mobile, je sors. J'ai une clôture sous la moyenne mobile, je sors. J'ai une clôture sur la moyenne mobile, je sors. D'accord? Évidemment, voilà, ça permet bien sûr d'accompagner le mouvement. Mais ce n'est pas parfait, puisque on le voit là aussi. Voilà, par exemple, si on rentre ici à la première clôture au-dessus de la moyenne mobile, la première clôture, d'ailleurs elle est là en dessous de la moyenne mobile, vous clôturez, et pour autant derrière, ça ne va pas empêcher les cours de repartir à la hausse. Donc encore une fois, il n'y a pas de méthode, à ma connaissance, qui soit parfaite. D'accord? Il faut surtout trouver une méthode qui soit pour vous
faciles à exploiter et qui potentiellement vous ressemblent. Voilà. Et puis, troisième méthode, bien sûr, c'est la méthode avec la volatilité, puisqu'on a la capacité avec l'ATR, qui est un indicateur créé par M. Wilder, de mesurer la volatilité d'un actif. Par défaut, cet ATR, il est donné en 14 périodes. Il calcule le true range comme le plus grand écart entre le plus haut et le plus bas de la période, le plus haut actuel et la clôture précédente, ou le plus bas actuel et la clôture précédente. Là, c'est l'ATR et la moyenne mobile de ces true range. L'ATR, plus il est élevé, bien sûr, plus la volatilité est forte. C'est un indicateur qui s'inscrit sous le prix, comme par exemple le RSI ou le stochastique. Et il va vous indiquer quelle est la volatilité moyenne sur 14 périodes. Là, vous voyez, par exemple, la dernière donnée relevée, c'est 10,19. Si vous êtes sur un graphique en dollars, c'est 10,19 $. En euros, 10,19 €. C'est pas un pourcentage, c'est la volatilité comment dirais-je, en fonction de l'unité qui est de l'action ou de l'actif que vous regardez. On peut l'exprimer également en pourcentage, mais il faut faire un peu de code. Moi, je l'utilise en pourcentage, mais il faut faire un peu de code pour faire le changement. Un jour, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, l'exemple concret, hein, si on prend un signal d'achat lorsqu'on a une première clôture de bougie journalière au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, comme ici, et on prend position, et lorsqu'on prend position, on regarde quel est l'ATR à ce moment-là. Là, en l'occurrence, c'est Salesforce, donc c'est en dollars. Eh bien, l'ATR moyen était de 6,39 $. Ce qui signifie que la volatilité moyenne, à la hausse comme à la baisse, est de 6,40 $. En prenant une marge, donc en se disant qu'on multiplie ça avec un coefficient de 1,5 ou 2, par exemple, ça nous donne un stop suiveur potentiel. Par exemple, donc 6,40 $, ça fait 12,80 $, on va dire. Donc ça fait un stop moyen à 5,04%. Donc on prend position, on met un stop en dessous. Et après on accompagne tout le long avec la même, le même écart entre la prise de position et le stop loss. Ok. Voilà, grosso modo. Bon, bien évidemment, là aussi, dans ce cadre-là, vous le savez, plus la volatilité est réduite, plus votre ATR va être réduit, plus votre stop, bien sûr, va être réduit. Et c'est là où c'est intéressant, parce que plus votre stop va être réduit, plus votre taille de position pourra être grande avec un risque petit. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur la newsletter, puisque cette semaine, on vous a expliqué une stratégie avec Joël, que je salue, une stratégie sur le trading de compression, de congestion, stratégie qui a été d'ailleurs très appréciée, comme la première lettre mensuelle aux investisseurs que vous avez dû recevoir dimanche. Donc qui est une lettre mensuelle écrite par des professionnels. Il y avait 2 vidéos privées, hein, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, qui ne les ont pas vues ces vidéos, n'hésitez pas à les reprendre. Donc voilà, hein, je rappelle bien sûr que cette table des investisseurs, cette newsletter est 100% gratuite. Donc merci pour vos encouragements aussi à ce titre-là, et merci eh bien, de la partager. Donc voilà un petit peu pour eh bien, tout ce que je voulais vous dire, hein, quelque part sur les marchés. On va donc passer bien sûr à l'analyse du CAC 40 dans un premier temps, hein. Le CAC, donc je prends un petit peu bien sûr de recul, hein, puisque bien le CAC, nous évoluons toujours dans cette espèce de bisou ascendant. Alors on a sauvé le support, rien n'est fait, rien n'est joué encore, mais pour le moment ça tient, à ce stade ça tient. Donc voilà, pour moi il y a 2 scénarios potentiels. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que si vous voulez, hop, je vais effacer et les reprendre parce que ça c'était sur notre vidéo. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est effectivement la construction. La construction qui est en cours, donc on a une réduction de volatilité. Je considère qu'au-dessus des 7461, ce sera positif avec confirmation au-dessus des 7005 pour aller chercher un objectif ici aux alentours des 7006, un second ici aux alentours des 7008. Donc on peut être à la fois acheteur avec une invalidation sous les 7348 et on peut être également vendeur en cas en revanche de passage sous les 7350 avec une invalidation qui sera soit ici soit par là
Et pour aller chercher, en revanche, si on réintègre, je pense que ça va faire mal. Donc si on repasse en dessous, l'objectif c'est de revenir dans cette zone-là, qui est l'ancien support là, et ici, les 6800 points. Donc vous voyez, c'est toujours très important là aussi de ne pas vous enfermer dans un scénario. La différence entre ceux qui veulent prédire et ceux qui veulent trader. Ceux qui veulent prédire veulent connaître le futur. Ceux qui veulent trader veulent mettre en place des stratégies. Peu importe ce que le marché va faire, ils sont déjà prêts avec des stratégies mises en place. Et bien là, vous voyez, on a deux stratégies qui sont complètement opposées en termes de sens. Et pour autant, elles ont du sens, justement, puisque les deux offrent des ratios gain-risque qui, pour moi, sont intéressants. Donc ne vous enfermez pas dans un scénario. Ayez toujours un scénario A avec plus de probabilité. Moi, je suis plutôt dans le scénario de la hausse. Voilà. Mais à contrario, si on passe sous les 7350, je suis vendeur sur le marché. OK. Donc on continue avec bien sûr le CAC Small qui va mieux, et qui lui aussi est dans un scénario qui ressemble effectivement au CAC. Bon, il y a eu le rebond technique, d'accord, ici, et on est dans la construction. Donc on va voir si ça tient. Là aussi, ce que j'espère, c'est une construction à partir de là pour aller chercher le niveau des 11 071. Tant qu'on tient les 10 430, je suis positif sur le small, enfin positif pour vous le rebond, hein, bien sûr, et aller chercher notamment cette oblique ici en noir. A contrario, on repasse sur les 10 400, attention, on risque d'avoir une grosse vague de vente. OK. Nous passons, si vous le voulez bien, aux actions. Alors, je vous propose 30 actions qui m'ont été avant proposées par vous-même, hein, par la plupart d'entre vous. Alors voilà, comme je disais, bon, j'essaye toujours de faire un mélange entre le suivi de certaines et d'autres. Mais dans l'ensemble, pour moi, les 30 qu'on va aborder aujourd'hui, elles ont du sens pour jouer un potentiel rallye pour la fin de l'année. Et dans ce cadre-là, il y a Kering. Il y a Kering qui, bon, vous le savez, on avait abordé la première congestion ici. Kering qui est en train de construire la seconde congestion là. Donc éventuellement au-dessus des 245,35 avec une invalidation sous les 232. Pensez toujours à une invalidation. Toujours. Hein. Hyper important. Parce que sinon vous pouvez bien sûr voilà, vous faire avoir. Mais je ne vois pas le CAC poursuivre son rebond sans le luxe et donc sans Kering. Eurofin scientifique, elle est positive. Donc, ce qui était intéressant sur Eurofin, c'était voilà, les zones de 43 à 46 et la deuxième zone pour les investisseurs de 24 à 29. Je crois qu'on a fait 42,5 de mémoire sur le plus bas. Ouais, ça doit être ça. 44,5, pardon. Donc voilà, plutôt intéressant. Donc derrière, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a une première congestion. On a cassé. On avait proposé un achat la semaine dernière à 47,11. Pour les plus agressifs, vous pouvez remonter. Et éventuellement jouer une autre cassure. Une autre cassure pour jouer la continuité. Il y a un double top qui est en train de se dessiner au moment où on se parle. Donc au-dessus des 48,40-50. Carrefour, là où elle est intéressante à regarder Carrefour, c'est en données mensuelles. Puisqu'en données mensuelles, vous voyez, nous sommes... Hop, je vais effacer un peu mes précédents dessins. Nous sommes sur alors, un titre qu'on va dire au mieux c'est neutre, sinon c'est dégradé sur du très long terme, mais c'est assez rare, je dois dire, de voir une telle congestion en mensuel. Donc voilà, ceux qui sont convaincus par le titre peuvent accumuler dans cette zone-là, donc entre les 12 et les 14, on va dire, nous y sommes à peu près. Ceux qui veulent attendre un signal technique, ce sera pour moi au-dessus des 16,07 €. Et donc effectivement, vous pouvez faire les deux, hein. Vous pouvez accumuler un petit morceau en vous disant je renforce en cas de cassure et pour jouer un scénario comme ça. D'accord. Donc au-dessus ici des 16,08 €. Ok. STM. Donc STM, là où le graphe n'est pas inintéressant, c'est plutôt sur le graphique hebdo. Donc sur le graphique hebdo, nous sommes, alors bien sûr, hein, tout le monde en parle très négativement, mais pour moi, hein, j'ai la sensation de voir plutôt une potentielle, j'ai bien dit potentielle fin de structure. D'accord? Potentielle fin de structure.
Voilà, avec quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Donc, on a effectivement la baisse, la congestion, etc. Mais il faut valider tout ça. On a la petite figure, la congestion intermédiaire, mais il faut valider tout ça. Il faudra repasser au-dessus des 26,62 pour pouvoir confirmer avec une évaluation qui peut être là. Les objectifs, ils sont là. Aller chercher l'entrée de gap, pourquoi pas la clôture, etc. etc. OK. Je continue avec Morel. Pour moi, elle est intéressante, Morel, notamment sur un graphique hebdomadaire. C'est très propre. Donc là aussi, bas de canal, mise en place d'une congestion. Donc on voit le bas de canal tient. Si ça lâche, il faudra bien sûr pas hésiter à sortir. Mais là, c'est pareil. Je vous parle toujours des congestions avant, pas après qu'elles cassent. Parce qu'une fois qu'elles ont cassé, qu'elles ont pris 30%, ça n'a plus d'intérêt. Mais en tout cas, la construction est pas mal. Il y aura peut-être quelque chose à tenter, notamment au-dessus des 5,18, voire au-dessus des 5,23. Invalidation, bien sûr, sous le pattern, sous les 4,68 pour aller chercher les 6,42 €, voire les 6,88 €. Ok. On continue avec SPI qui sur une zone je trouve quand même pas inintéressante pour déjà de l'investissement. Première zone intéressante, elle est là. La deuxième zone qui sera beaucoup plus intéressante en revanche, c'est la zone ici d'investissement aux alentours des 22 jusqu'à 24. Si ça lâche, voilà, on ira beaucoup plus bas, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, ça a réagi sur le support oblique, donc ça c'est plutôt favorable. Et pour les traders, voilà, vous avez la possibilité d'émettre un plan au-dessus des 30,66 avec une évaluation agressive qui serait par là et éventuellement moins agressive qui serait par là pour aller chercher l'entrée de gap ici et voir des plus hauts. Ça correspond également à certains niveaux de retracement, vous voyez, des 38,2, etc., etc. Donc, ça peut être également assez intéressant. Elior, pas mal. Elle est en train, voilà, les semaines précédentes, on parlait également de l'attentisme qu'on essayait d'avoir sur le titre parce qu'on n'avait pas assez de bougies. Là, par contre, c'est mieux. On a une forte réduction de volatilité, forte réduction des volumes. Nous avons également eh bien, la mise en place de la congestion, donc ça c'est intéressant, mais il va falloir se débarrasser des 7,77 pour pouvoir espérer mieux. Objectif en suivant les 3,24 €, puis les 3,49 €. D'ailleurs, ça correspond à quelque chose près à des niveaux de retracement, les 38,2 et les 50% qui ne sont pas véritablement un niveau de retracement, enfin, qui est considéré comme un niveau de retracement, mais qui n'a rien à voir avec Fibonacci en l'occurrence, c'est juste que c'est 50%, mais qui correspond en tout cas à un support ici, qui pourrait éventuellement faire résistance. Voilà comment on peut chercher éventuellement quelques objectifs. SMCP, on est content puisqu'on l'accompagne depuis un petit moment, hein. Souvenez-vous du setup qu'on avait proposé avec la baisse de la moyenne mobile à 200 jours. On a le retournement de la moyenne mobile à 200 jours. Derrière, on a un premier pattern. On avait proposé un achat au-dessus des 2,72 €, un achat au-dessus de 2,97 €. C'est plus le moment, là, maintenant, au moment où je vous parle, de prendre position sur SMCP. Il faut attendre la congestion, une nouvelle congestion. Et à ce moment-là, on rejouera une nouvelle relance haussière. Comme on a eu ici, comme on a eu là. ASML Holding, elle n'est pas inintéressante pour vous le rallye de fin d'année, puisque elle aussi, on le voit, donc côté investisseur, support, 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 côté trader, là aussi, eh bien, voilà, on a eu donc support, résistance, résistance, on casse, on fait la congestion, et là on tente la relance. Pas mal du tout au niveau du titre ASML Holding. Just Eat, je la suis beaucoup, car vous le savez, elle a une belle amplitude directionnelle. Pour ceux qui sont sur le salon, ils savent très bien ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'elle a la capacité, bien sûr, d'aller très vite dans les mouvements. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on avait la moyenne mobile à 200 jours qui baissait, baissait. Elle s'aplatit, elle est même légèrement en train de se redresser ici. Et on a la construction du premier pattern non masculin qui est en train de se faire au-dessus de celle-ci. Donc si on casse le pattern par le haut, on aura probablement une relance significative. Donc à suivre de près. Un titre que j'aime beaucoup aussi, qui cote là aussi aux Pays-Bas, vous savez que je suis beaucoup de titres aux Pays-Bas, c'est Signify. Alors Signify, là où c'est assez intéressant, c'est en mensuel, puisque en mensuel, vous êtes sur une zone clé, une zone qui a fait support, 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 là aussi d'ailleurs, support, support, support. Là, on l'a légèrement enfoncé pour le Covid.
Derrière, on a fait une remontade exceptionnelle. Et là, nous y revenons. On fait d'ailleurs un double appui. Ce qui n'est pas inintéressant sur le titre Signify, c'est que vous avez la mise en place d'une congestion qui est en train de se passer. Voilà, mise en place d'une congestion qui est là. Je vais vous le mettre en noir pour que ce soit plus visible. Voilà, mise en place d'une congestion. Et donc pour moi, on aura un signal potentiel de retournement au-dessus des 22. Si on arrive à passer au-dessus des 22, vous avez une première invalidation aux alentours des 20,50 €, grosso modo, et sous les 19,30 €. Les objectifs sont là, 24,30 €, 26,04 €, il y a un gap ici, il y a un gap là, bref, vous avez les objectifs qui sont sur le graphique. Ok. Steve, très content pour ce titre-là, puisqu'on le suivait de très très près, donc il nous a validé le mouvement que l'on souhaitait au-dessus des 23,6. Donc vous avez eu tout le suivi ces dernières semaines. Bravo à ceux qui l'ont pris. Votre serviteur, bien sûr, comme d'habitude, ne l'a pas pris. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il y avait 14% à prendre. C'était vraiment pas mal. Maintenant, là, on n'est plus sur une zone de prise de position. On est sur de nouveau de l'observation. Là, c'était de l'observation. Prise de position à la cassure, observation, prise de position en éventuelle cassure avec la mise en place de la congestion. Surtout qu'on est sur une résistance oblique qui est ici. OK? Donc, on patiente, on attend, on observe. De CRSI, on en a un petit peu sur le salon. Je trouve que la config n'est pas affreuse. Hop, voilà. Je trouve que la config n'est pas affreuse. Une belle congestion intermédiaire. Alors, on peut la tracer de différentes manières. C'est pas très très important. Ce qui est intéressant, toujours, c'est de matérialiser cette réduction de volatilité. D'accord? Donc on voit bien, il y a une belle réduction de volatilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la moyenne mobile qui s'est bien redressée. Donc on a le premier pattern. Maintenant, il va falloir un petit peu plus. C'est ce qu'on joue nous. On a pris position là pour jouer au-dessus des 3,91 € pour jouer ici la réduction de volatilité là pour jouer la cassure. Donc si vous n'avez pas d'anticipation prise sur de CRSI, vous attendez cette congestion là avec la cassure. Et votre stop, pour le coup, sera sous le pattern pour aller chercher notamment les 4,64, les 5 €, la zone là, et après nous verrons pour aller chercher éventuellement cette zone là, bon, on verra d'ici là, on aura le temps bien sûr d'y revenir. Clarion, on la suit beaucoup, et je pense que là aussi, comme tous les autres titres qui sont abordés dans cette vidéo, c'est des titres qu'il faut suivre, même si Clarion, nous sommes d'accord, c'est pas fondamentalement le top, mais je trouve que voilà, nous avions effectivement toujours pareil, la moyenne mobile, regardez un petit peu la moyenne mobile à 200 jours, baissière, 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 est en train de se redresser, et même elle repart à la hausse, et on a la congestion au-dessus. Donc c'est vraiment superbe. Appui MM200, appui MM200, appui MM200, appui MM200. Voilà, le marché vous donne des indications quand même. L'analyse technique, ça marche pas, mais bon, il y a des fois quand même, il y a des choses qui doivent sauter aux yeux, même si on n'est pas convaincu par l'analyse technique. Donc ce qui est intéressant, voilà, maintenant, c'est la mise en place aussi de la congestion. Et si on a voilà, à nouveau 2-3 jours de congestion et qu'on break cette zone-là, on peut avoir une accélération, notamment pour aller chercher d'abord cette zone des 2,29 €, et ensuite on verra, pourquoi pas, accompagner un vrai trend de moyen terme. Pierre Vacances, c'est toujours la même chose, je suis toujours le titre de très très près, car pour moi, la congestion est immense, et donc, il va falloir, bien sûr, comme on le disait précédemment, valider le passage au-dessus des 1,48 €. Et si on arrive à valider le passage au-dessus des 1,48 € et qu'il nous offre un pattern intéressant là, ça peut être une opportunité de rentrer. À noter qu'il y a un pattern qui est ici pour celles et ceux qui veulent anticiper. Faites attention parce qu'il faut aller avec un money management prudent. Il y a peut-être un truc déjà là à pouvoir commencer à rentrer une petite position. Capgemini, avec un bon money management encore. Capgemini, on est toujours sur... voilà, pas de surprise sur Capgemini. Hyper intéressant. Je vous la mets en hebdo d'abord. Voilà. Donc souvenez-vous, hein, ce qu'on disait, c'est que voilà, il y avait les zones. Je nettoie un peu tout ça. Voilà, il y avait 3 zones qui étaient intéressantes. Je vous avais proposé la zone des 180 en vous disant bien que ce n'était pas une zone d'opportunité forte, mais que la zone d'opportunité forte, elle serait aux alentours des 160. Nous y sommes allés. Donc 160, 150. Parfait. Deuxième zone très intéressante. Si on y va, les 110. Donc voilà, c'est intéressant d'un point de vue investissement sur cette zone des 160. Et maintenant, pour le trader, on va attendre
là aussi de la construction, on commence à avoir là aussi des débuts de pattern. Et si on a un pattern qui est en train de se construire, on voit là également la cassure par le haut. Worldline, là aussi je suis content de voir que tout le monde est en train d'en parler, c'est super. Donc c'est toujours la même chose, hein. Voilà, nous on parle, on essaye de parler sur la chaîne des patterns avant, et le problème c'est que Worldline aujourd'hui, tout le monde m'envoie un message, est-ce que c'est le monde de rentrer sur Worldline? Le problème c'est que Worldline elle a rebondi de 30% déjà. Donc je préfère vous parler toujours pareil des patterns, même si le taux de réussite est moins bon avant qu'ils explosent, plutôt que de vous dire après, ben regardez, c'était facile, il fallait faire ci, il fallait faire mi, et puis si vous n'êtes pas arrivé, en gros, vous n'êtes pas bon, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. En général, on essaye de parler des stratégies avant qu'elles n'arrivent pour pouvoir avoir le temps de les mettre en place. On a eu le setup du faux breakout, puisqu'on a eu la résistance là, la résistance là, la résistance là. Ici, on a eu la cassure, réintégration, mise en place d'une congestion. La cassure, le breakout d'une violence extrême, et le pullback d'une violence extrême, et derrière, la relance. On arrive sur un niveau d'objectif, pour moi quand même, ici aux alentours des 8,50 €. Donc je suis pas acheteur, je suis plus acheteur sur Worldline, je serai acheteur seulement si on arrive à avoir la mise en place d'une congestion par là, et éventuellement on rejouera la relance. Mais il y a encore beaucoup de potentiel hein, sur Worldline, il n'est pas trop tard, mais à condition d'avoir le setup d'entrée en position. C'est la même chose pour Alphen. Alphen, on l'a beaucoup suivi ces dernières semaines. Et donc Alphen, nous avions le biseau descendant, et vous avez dit, voilà, au-dessus de la ligne de coup ici, au-dessus des 11,80 €, quelque chose comme ça, il y aurait peut-être quelque chose à tenter pour les plus agressifs, en espérant ici la cassure, la mise en place de la congestion. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc la cassure de la congestion pourrait éventuellement nous ouvrir la voie vers, je l'espère, vers les 13,55 €, voire éventuellement un petit peu plus si affinité, notamment la zone des 17 €, etc. etc. Ok. Plexi, donc nous on en avait un petit peu voilà, sur le salon. On s'est fait sortir. Je ne désespère pas sur Plexi. J'aurai une deuxième cartouche parce que je considère que quand même la config est toujours valable, entre guillemets. Donc le biseau descendant, la cassure du biseau descendant, la petite figure. Donc la grande figure, la petite figure cassé par le haut pour pouvoir valider. Plus agressifs d'entre vous vont espérer une petite congestion par là, qui a l'air de se mettre en place, et joueront la cassure. Les moins agressifs d'entre vous joueront la cassure elle-même, c'est-à-dire au-dessus du double top, et les 20,65 €, grosso modo, sur le titre Plexi. Donc je pense que c'est pas mort encore. C'est légèrement dégradé, pardonnez-moi, mais c'est pas encore mort. Ivens, qui est l'ancien ALD, je trouve que la config est pas affreuse. Là aussi, on est sur un setup, vous le voyez, de mise en place de retournement de moyenne mobile à 200 jours, puisqu'on a une moyenne mobile à 200 jours qui est baissière, 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 baissière. On a la mise en place la mise à plat de la moyenne mobile à 200 jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il faut la suivre de près, notamment si on voit l'apparition d'une congestion. Pour jouer donc la cassure ici de ce niveau-là, qui a fait résistance, 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 et pour aller chercher les niveaux suivants, c'est-à-dire aux alentours des 9,40 €. Pourquoi les 9,40 €? Parce que à la fois c'est une zone de support, zone d'échange et résistance, et en même temps, si vous reportez grosso modo le range, c'est à peu près l'objectif que vous pouvez vous fixer. Voilà. Donc c'est à peu près pareil. Galapagos, c'est spéculatif. Non, c'est pas le bon. Galapagos, c'est celui-là. C'est spéculatif, mais le biseau descendant toujours se regarde. Plus en retard, donc on est sur la phase encore numéro 1 sur Galapagos. Encore une fois, les phases pour moi, c'est pas les phases de Weinstein, de Weinstein, ouais, c'est 3 phases, la baisse, la stabilisation, la hausse. C'est aussi simple que ça. J'essaie toujours de vulgariser au maximum. Donc pour moi, on est encore dans la phase numéro 1. C'est seulement au-dessus des 23,80 € qu'on arrivera à espérer un petit peu mieux. On est valide sous les 24,80 et sous les 23. Nixoa pour mes amis belges. Donc c'est une valeur à suivre. Là aussi, on est sur une moyenne mobile à 200 jours qui a beaucoup baissé, qui s'est stabilisé, qui désormais fait 2 zigzags. On a la mise en place d'une construction par là. Le pattern a l'air plutôt propre, mais il nous faut là aussi le push et la congestion, la consolidation, et ensuite pour pouvoir relancer. Donc pareil, ça fait partie des titres que je vais suivre de près
pour la fin de l'année et éventuellement le début de l'année suivante. UMG, la config elle est super jolie, donc c'est un titre qui avait gravement chuté. Bolloré en avait repris d'ailleurs par là. Et donc on a la mise en place d'une congestion pour le moment, pattern intermédiaire à l'entrée de gap. Donc les objectifs c'est d'aller chercher le comblement du gap et d'aller chercher le nouveau plus haut historique. Mais voilà, on a la construction, donc à voir si on a une continuité de cette construction-là. Les plus agressifs d'entre vous peuvent même déjà tenter un achat au-dessus. Mais voilà, idéalement, si on a vraiment un pattern parfait, il faudrait une réduction de la volatilité supplémentaire. Tout ça a été invalidé à partir du moment où on casse par le bas le support oblique ici en pointillé noir. Ok. PayPal, toujours bien sûr le même avis, on la suit depuis longtemps, hein, on la suit, souvenez-vous, depuis le biseau descendant, qui a fini par casser par le haut au final. Et désormais, moi j'attends, voilà, alors si on a une mèche sous les 70$, mais c'est quand même peu probable, 70, 75, on verra, ou sinon, eh bien, la mise en place d'un biseau descendant. Si on a la mise en place d'un biseau descendant, d'une réduction de la volatilité, eh bien, on tentera bien sûr un nouveau push pour aller chercher une continuation. Il y a de la place. Il y a de la place sur PayPal, et notamment d'aller chercher l'entrée de gap ici aux alentours des 139. C'est un petit peu le premier objectif de moyen terme que l'on pourrait se donner. Etsy, scénario parfait, on l'a su depuis un petit moment, pareil. Donc le biseau descendant sur Etsy, donc je le dézoome dans un premier temps. Donc énormément de volatilité, écrasement de la volatilité dans un biseau descendant. Et derrière, on a tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire la cassure du biseau et la mise en place de la congestion. On aura un achat potentiel pour les moins agressifs d'entre vous au-dessus des 60,64$ avec une invalidation sous les 53, 54, à vous de voir. En termes d'objectifs, vous avez un premier objectif aux alentours des 66, le comblement du gap aux alentours des 69, et après, pourquoi pas les 80, pourquoi pas les 87. Ok. Adobe qui a gravement chuté, qui est revenu d'ailleurs sur le support qu'on avait indiqué la semaine dernière ou celle d'avant. Donc on en est là. Donc premier support, voilà. Il faut le suivre de près, support important qui est là, voir si pour les traders il y a un retournement. Pour les investisseurs, c'est pas le moment. Pour moi, les investisseurs, les deux zones, elles sont là, c'est-à-dire aux alentours des 400, on va dire, et ensuite sous les 300$. Ok. Une P FinTech, donc là aussi beaucoup de messages cette semaine sur le plan que vous avez proposé. Donc super, hein, il y a un premier outil qui a été tapé. Donc ça c'était intéressant. Je vous renvoie la vidéo. Alors c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus. Ça devait être la semaine dernière. Ça devait être la semaine dernière. Vous avez proposé un achat au-dessus des 6,25$. Donc pour aller chercher un premier objectif qui était les 7,57$. Donc c'était 21%. Et même on a pu aller chercher 35$. Votre serviteur n'en avait pas, bien évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, intéressant. Pour ceux qui ont joué le plan et à qui il reste un petit peu une position, bah, vous mettez break-even et vous visez l'objectif numéro 2. Si vous faites taper le stop, vous laissez tomber. Et si ça continue, bah, vous avez une position de moyen long terme. Nike. Donc Nike, je reviens dessus parce que pour moi, c'est une valeur qui m'intéresse. Même si contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas si décotée que ça malgré la baisse. Mais on n'a pas touché la zone que j'attends, hein, la fameuse zone que j'attends qui est, à mon sens, voilà, aux alentours, voilà, entre les 60 et les 70$, 69$. Et je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. Et je pense qu'on est en train de s'inscrire là-dedans. Vous voyez, je pense qu'on est en train de s'inscrire là-dedans, dans ce biseau descendant. Si on a une congestion par là, les traders comme les investisseurs, on tentera quelque chose. Et on verra, pas all-in, mais on verra éventuellement pour des renforts si ça lâche. Nvidia, on continue de faire le suivi. Donc Nvidia, moi je suis absolument pas à l'achat sur le titre, vous le savez. C'est un titre qui, je trouve, plafonne, qui peut évidemment aller chercher les nouveaux plus hauts, mais voilà, pour moi, c'est un titre qui ne fait plus rien depuis, ben, on est sur les niveaux de juin, hein, donc ça fait 6 mois qu'il ne fait rien. Évidemment, si on a un rallye de fin d'année, elle ira chercher de nouveau un plus haut, mais voilà, c'est presque une figure de top. Voilà, ce serait, du moins, ce serait une figure de top, ça ne me surprendrait pas. Parce que c'est propre, on a un biseau ascendant, il casse par le bas, on fait le pullback, ça revient, ça joue du rebond.
Donc voilà, on a une épaule, tête et épaule. Donc voilà, alors figure de top intermédiaire, hein. Je dis pas qu'on va vivre le top historique tout de suite sur Nvidia. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ratio gain-risque, il est pas bon sur Nvidia. Pour moi, à mon sens, il est pas bon. Je dis pas que c'est pas une entreprise merveilleuse, vous savez ce que je pense de Nvidia. Mais pour moi, investir maintenant sur Nvidia, c'est pas l'affaire du siècle. Voilà. Et là où ce sera beaucoup plus intéressant, en revanche, c'est si on revient plus bas, notamment dans la zone des 100 dollars, notamment sur le bas de canal, etc., etc., etc. Termine par deux titres à suivre avec eh bien, un premier américain et Xinex, un titre que j'avais suivi pas mal par le passé. J'avais fait un joli trade, c'était par là, dans la congestion là. C'était hyper intéressant. Mais là, on revient sur un support qui est pas mal. Qui est pas mal. Vous voyez, support, 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 support. Donc, titre à suivre éventuellement pour la fin d'année, voire le début de l'année prochaine. Donc voilà, donc on pourra éventuellement tenter, pourquoi pas, alors pour les plus agressifs, hein, au-dessus des 8,57 $, pourquoi pas, mais idéalement il faudrait une petite congestion supplémentaire pour pouvoir jouer la cassure et ensuite on verra. Voilà l'idée un petit peu sur Zinex. Zinex, c'est une entreprise qui vend des dispositifs médicaux, hein. Donc j'ai noté traitement de la douleur et rééducation notamment. Voilà, pourquoi pas. Et enfin, deuxième titre à suivre, c'est Guimau. Guimau qui est un petit titre, hein, pour le coup c'est français. Donc vous connaissez bien sûr le secteur, hein. Je trouve que voilà, la config est pas mal. Il y a un gros pattern qui est en train de se former. Donc à suivre de près, pourquoi pas, pour jouer si à un moment donné il y a un rebond un petit peu plus important sur les small caps. Il y aura peut-être quelque chose à tenter sur le titre Guillemot. A contrario, hein, si on commence à répéter le support oblique ici en pointillé noir, eh bien ce sera pour le moins extrêmement négatif. Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop dégradée par le son de ma voix, j'étais à fond. Si tout va bien, si ma santé se rétablit à peu près, j'essaierai de faire la vidéo crypto la semaine prochaine, dans la semaine probablement. Et puis, de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve bien sûr pour la vidéo bien sûr, le week-end prochain. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo entre Noël et le jour de l'an, je verrai. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, au mieux, on se retrouve mercredi, je pense, pour la vidéo crypto. Et sinon, au pire, on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour la vidéo du week-end classique. Voilà, je vous embrasse bien fort. Soignez-vous si, comme moi, vous avez pris froid. Je crois qu'il y a des virus partout en ce moment. Et puis voilà, merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, comme d'habitude, parce que c'est ça qui fait que même un petit peu diminué, même un petit peu diminué, j'essaye d'être présent encore pour vous accompagner. Je vous embrasse, bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao.